Au cours des années 1990, on ne pouvait pas ouvrir le journal ou allumer la télévision sans apprendre la découverte d'un nouveau gène. Gène de ceci ou gène de cela, la médecine allait en être transformée et l'avenir de l'humanité semblait, selon les cas, prendre des couleurs d'enfer ou de paradis. Pour nous aider à comprendre ce que la génétique allait changer dans notre vie, nous avions choisi nos interlocuteurs parmi les 41 membres du Comité national d'éthique. Et une première surprise nous attendait. Si vous posez la question brutalement à un biologiste, qu'est-ce qu'un gène? Il sera bien embêté pour vous répondre, parce que, en réalité, il pourra vous donner plusieurs réponses différentes. Qu'est-ce qu'un gène? C'est une information, le gène. C'est une information qui, comme toute information, peut être bonne, peut être mauvaise. Ça. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Les gènes, les allèles, les molécules, pour moi, ce sont des mots. Quand on me dit que tel gène code pour telle chose, je comprends et je traduis dans mon discours qu'il y a quelque chose d'infinitésimal figurant dans mes cellules et qui détermine telle ou telle potentialité. J'ai pas de réponse à ça. Bon, un gène, c'est relativement simple. C'est un fragment de l'ADN qui contient en lui-même une possibilité de réplication par des protéines dans l'individu. C'est quelque chose de physique. Et je crois qu'il faut s'en tenir à cette définition. C'est quelque chose de physique. Qu'est-ce qu'un gène? Un gène, pour moi, c'est un élément biologique qui transmet une caractéristique, qui porte une caractéristique humaine transmissible par la génération. Le gène, c'est la cellule, j'emploie des expressions générales, hein, esprit. C'est la cellule qui comporte notre hérédité. Et le génome, c'est l'ensemble des gènes qui affirment l'identité de chacun d'entre nous. Je veux dire très franchement que pour moi, je n'arrive pas à visualiser dans ma tête un gène. Ça m'ennuie d'ailleurs. Le jour où ils pourront me le faire visualiser, je serai plus tranquille. Qu'est-ce qu'un gène? Je n'en sais rien. C'est un bout d'ADN qui contribue, je ne dis pas qu'il fait quelque chose, qui contribue à faire quelque chose. Et où s'arrête un gène? Où est-ce qu'il finit? La définition d'un gène, c'est la plus petite quantité d'ADN qui va effectivement intervenir dans un caractère. Cela dit, énormément de caractères ne dépendent pas d'un seul gène, mais dépendent de plusieurs gènes et dépendent également de l'influence de l'environnement. Donc la question est un peu piégée, hein. Ma tendance serait de dire attention à une définition convaincante du gène pris isolément. Le gène renvoie au génome et le génome renvoie à l'être entier. Et l'être entier, c'est le génome et c'est aussi le monde de l'homme. Donc, le gène, il n'est qu'un aspect de tout un ensemble très complexe dans lequel il y a non seulement le tout organique, mais le tout humain et la civilisation avec ses valeurs. ADN, génome, code, protéines. La difficulté à définir le gène nous troublait. C'était bien à une double enquête que nous nous étions attelés. Qu'est-ce qu'un gène? Quels problèmes posaient les nouvelles techniques de la génétique? Depuis quelque temps déjà, il était possible d'observer jusqu'au chromosome dans le noyau des cellules d'un être vivant. Mais ces images du début de la vie, que nous disaient-elles de l'homme? Notre première étape nous conduisait au centre de diagnostic prénatal de l'Université de Versailles. Dans les années 1970, des centres de ce type avaient vu le jour un peu partout. André et Joël Bouet avaient été parmi les pionniers en France. Ça, c'est historique. C'est la première vue des chromosomes humains
qui ont été trouvés le 22 décembre 1955 à 2 heures du matin par un monsieur Thiot. Et c'est là qu'on a découvert que l'homme avait 46 chromosomes. Après, on a trouvé qu'il y avait des gens qui en avaient un de plus, un de moins, ou qu'ils n'étaient pas dans le bon ordre, qu'ils étaient cassés, qu'ils étaient... Enfin, tout a été trouvé à partir de ça. Donc ça a été le premier élément qui a bouleversé tout. Parce que maintenant, si vous voulez, le premier effet qu'on fait quand on trouve un gène, c'est de le localiser sur un de ses chromosomes. On considère que sur 100 fécondations dans l'espèce humaine, il n'y a que 25 naissances. La plus grande partie vont disparaître dans les tout premiers jours. Et la femme n'en saura jamais rien. C'est une des caractéristiques de l'espèce humaine où il y a énormément d'erreurs au départ dans la répartition des chromosomes et puis d'autres caractères génétiques. Ces erreurs font que le développement se passe mal. La plupart du temps, c'est un arrêt du développement, parce que la programmation ne marche plus. Donc ça s'arrête. Ou la femme n'en sait rien, ou elle va faire une fausse couche. Et puis, malheureusement, en fin de compte, ce système est imparfait et va y avoir 1 à 2% des naissances où on va avoir un enfant viable et mal formé. C'était pour prévenir la naissance d'enfants malades que le diagnostic prénatal avait été proposé aux couples dits à risque. Le simple prélèvement de liquide amniotique dans le ventre d'une femme enceinte apportait une foule de renseignements sur la santé du futur bébé. Il n'existait aucun traitement possible lorsqu'on trouvait une malformation. La seule prévention était l'interruption thérapeutique de grossesse, dont le choix revenait exclusivement aux parents. Les chromosomes que vous avez vus là ne se voient que pendant une demi-heure sur le cycle de reproduction d'une cellule humaine qui est de 17 heures. Et donc c'est cette demi-heure où on voit les chromosomes que nous, on veut avoir. Alors pour qu'on les voit, il faut que la cellule pousse, il faut qu'elle soit vivante et il faut qu'elle se divise. Dans le liquide amniotique, il y a des cellules qui viennent de l'embryon. En effet, il fait pipi, donc il y a des cellules du rein et des cellules de la bouche, des cellules de tout qui flottent dans le liquide amniotique. C'est ces cellules-là qu'on met en culture. Après cette étape-là, on va voir, alors on les colore, il y a des colorants. Alors vous voyez, chaque tache bleue, c'est une colonie de cellules. Alors on va analyser après au microscope cette colonie de cellules. Alors bon, on fait d'abord une analyse au microscope, parce que c'est important, et à l'œil, enfin à l'œil, sans artifice. C'est le microscope pour compter, voir s'il y a tous les chromosomes. Vous voyez, ces cellules-là, c'est les cellules qui ne se divisent pas. Et là, au milieu, il y avait une cellule qui est en train de se diviser. Et c'est cette cellule-là qu'on analyse. Et puis, à partir de ça, maintenant, vous avez une machine qui vous les classe comme ça pour obtenir un karyotype complet. Pour revenir à ce qu'on avait dit sur toutes les disparitions en cours de grossesse, c'est-à-dire toutes les anomalies qui portent sur ces grands chromosomes, 1, 2, 3, etc., tous ceux-là, on les trouve dans les avortements précoces. C'est-à-dire que l'information génétique fait qu'ils sont grands. C'est tout bête, hein. Ils ont beaucoup d'informations génétiques. Le moindre déséquilibre dans cette information arrête le développement de façon très précoce. Et à la fin, c'est pas hasard si ce qui permet la naissance, c'est le chromosome 21. Parce que, vous voyez, les très petits, il y a peu d'informations. Mais il ne faut pas oublier que pour un enfant qui naît avec une trisomie 21, il y en a eu 8 qui ont disparu en cours de grossesse parce que le développement s'est arrêté. La loi, qui s'était inspirée d'une recommandation du comité d'éthique, réservait le recours au diagnostic prénatal aux seuls risques pathologiques. Et cette question avait d'ailleurs donné lieu à l'un des premiers débats du comité après sa création en 1983.
Je crois qu'un des éléments c'est que maintenant, un couple français programme sa descendance. Bon, la contraception et les moyens ont fait que les gens programment leur descendance. Ils veulent dire je veux 2 enfants, je veux 3 enfants, et tout ça maintenant se passe très bien, si je veux le dire, ensemble. Ce qui fait que implicitement la demande est venue d'avoir un beau bébé. Un bébé sans gros ennuis. Ils ne veulent pas le surdouer tellement. Ils veulent un beau bébé. Vous savez, le bébé cadom qu'il y avait dans le temps comme ça. Bon. Et puis c'est tout. Ils vivent pas dans des utopies extraordinaires. Le diagnostic prénatal est une question qui traverse toute la société française, le monde médical, en particulier les gynécologues et les généticiens, et qui est une question que la plupart d'entre eux sentent grave. Alors vous avez toute une littérature, moi, quand je lis dans le centre qui est ici des revues médicales un peu spécialisées, qui utilisent beaucoup d'euphémismes pour esquiver la question. Et personnellement, ça, je ne l'aime pas du tout, parce que c'est véritablement une des questions qui travaille très fortement ce secteur professionnel. Les médecins savent qu'ils sont faits pour soigner et que ce n'est jamais soigner un patient. Or, ils disent d'un côté maintenant, le fœtus, c'est notre patient. Ce n'est jamais soigner un patient que d'arrêter sa vie. Le but de la médecine, ce n'est pas d'éviter que n'advienne une vie. Le but de la médecine, c'est de guérir des malades. Il n'empêche que quand on ne sait pas guérir, éviter la souffrance de la personne et de son entourage peut être considéré comme un moindre mal. Donc c'est ainsi que le comité d'éthique a appréhendé le problème du diagnostic prénatal, en sachant très bien que ce qui est simple dans le cadre d'une maladie qui va entraîner la mort de l'enfant à 3-4 ans devient d'une difficulté absolument redoutable pour une nouvelle catégorie de maladies génétiques qui aujourd'hui peuvent être dépistées, y compris avant la naissance, mais qui vont se manifester très tard dans la vie. Susceptibilité à des cancers du sein ou du côlon, susceptibilité à des maladies neurologiques. Par exemple, forme familiale de maladie d'Alzheimer qui n'affectera la personne qu'au-delà de 60 ans. Dans ces conditions-là, la difficulté est naturellement énorme. Il y a naturellement des cas dans lesquels on se trouve devant des problèmes de maladies génétiques graves. Si je prends l'exemple de la chorée de Huntington, qu'on appelle couramment la danse de Saint-Guy, qui est une maladie dégénérative du système nerveux, qui se déclenche tard dans la vie, 40 ans, 50 ans, parfois plus tard encore. Devant des maladies comme celle-là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc l'attitude que le comité national d'éthique a prise n'est pas une attitude d'interdiction pure et simple, sommaire. Elle est d'admettre qu'il y a des problèmes qu'il faut essayer d'aborder, de traiter. Moi, chaque fois que des personnes sont venues me parler d'une question de diagnostic prénatal qu'ils interrogeaient, chaque fois, en écoutant ce qu'elles me disaient, c'est toute une vie qui apparaissait, et dans cette vie, pratiquement toujours, vous aviez la figure de personnes, des enfants ou des adultes, qui étaient porteurs du handicap redouté. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire de toute façon que ces personnes, quel que soit leur choix, ce choix avait comme référence non pas simplement une maladie abstraite, mais une personne qu'elles connaissaient autour d'eux, dont elles voulaient ou elles acceptaient ou elles n'acceptaient pas la présence ou l'image. Donc, or ça, c'est très important dans un choix qu'on essaye de rendre le plus vrai, le plus libre possible. Mais je pense qu'actuellement, on prend moins les décisions dans l'abstrait qu'on ne les prenait jadis. Jadis, les accoucheurs, c'était bien connu, prenaient la décision au moment de l'accouchement. S'ils jugeaient que l'enfant était en mauvais état, ils ne le laissaient pas vivre. Les parents n'étaient pas toujours avertis même de la décision de l'accoucheur. Certains accoucheurs décidaient. Et c'était très bien toléré par la société. La loi a fait en sorte que ce diagnostic, un, soit bien fait, et deux, à la disposition de toutes les femmes qui leur demandent. Donc avec des centres partout, qu'il n'y ait pas besoin de traverser la France pour avoir un diagnostic. Donc ça c'est fait. Et ce qu'on vous disait, il y a 60 à 70 000 diagnostics par an. On ne connaît pas de drame, donc nous avons
d'après la loi, on répond à la demande, d'une part, et on répond à la qualité. Deuxièmement, on a dit, il faut raconter aux gens ce qu'on fait, il faut les expliquer et tout. Bon, je ne dis pas que ça soit parfait, mais quand même, le cadre est fait et l'application est souvent bonne. Bon, voilà. Les avis du comité d'éthique n'étaient pas systématiquement repris par le législateur, mais ils avaient l'immense mérite de créer, à l'intérieur du comité, un dialogue réel entre les scientifiques et les autres membres. Ensemble, ils tentaient de définir les risques et les enjeux des recherches en cours. N'était-ce pas la complexité même de la science qui avait conduit notre société à se doter de cette instance de réflexion? Jean-Pierre Changeux en avait été le président pendant 6 ans. Vous êtes ici dans les locaux du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ici, nous entrons dans la salle de débat, et la table autour de laquelle se réunissent les membres du comité. Sur cette bibliothèque, l'ensemble des travaux du comité. Et nous avons 59 avis. Dans l'avis numéro 46 du comité d'éthique, intitulé « Génétique et médecine », on pouvait lire « La génétique, science de la transmission des caractères héréditaires, créée par Gregor Mendel en 1865, a déjà une histoire tumultueuse, puisqu'elle a servi, dès la première moitié de ce siècle, de caution scientifique au courant eugénique très puissant dans différents pays. » Eugénisme, Mendel, il fallait nous replonger dans l'histoire des sciences, et même dans l'histoire des peuples, pour comprendre comment la génétique avait pu, à ses débuts, être le lieu de tous les détournements. Mendel croise 2 lignées pures de pois, l'une à fleurs rouges et l'autre à fleurs blanches. Il obtient une première génération où toutes les fleurs sont rouges. Mais à la seconde génération, il retrouve des fleurs blanches dans la proportion d'1 quart. Pourquoi 1 quart ? Il part de l'hypothèse que les caractères du plan mâle comme ceux du plan femelle se transmettent à la génération suivante. Lors du premier croisement, chaque fleur hérite donc les 2 caractères, le rouge et le blanc. Mais comme le rouge est dominant, il l'emporte sur le blanc, dit récessif, et toutes les fleurs sont rouges. Lors du second croisement, 4 associations sont possibles, rouge-rouge, blanc-rouge, rouge-blanc ou blanc-blanc. Le blanc étant récessif, toutes les fleurs seront rouges, sauf celles qui auront hérité les 2 caractères blancs. Les 3 quarts des blancs auront donc des fleurs rouges et 1 quart seulement des fleurs blanches. Depuis les expériences de Mendel, on savait qu'il existait une transmission héréditaire d'un certain nombre de caractères, mais pendant toute cette période-là, le support matériel des gènes n'était pas connu. On les a appelés gènes par référence à l'adjectif génétique qui était connu depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, et qui avait comme signification de désigner tout ce qui a à voir avec la genèse de quelque chose, avec le développement de quelque chose. Donc à partir du moment où on supposait qu'il existait des particules matérielles dans les cellules responsables du développement, donc de la genèse des organismes, et à l'occasion de cette genèse, de la transmission des caractères héréditaires, bon, on les a appelés gènes. En d'autres termes, ce que nous appelions en 1999 un gène n'était au début qu'une hypothèse. Elle tenait en une formule, un gène égale un caractère. Par des méthodes statistiques, les biologistes avaient cherché à identifier, à partir de phénomènes observables, ce qui se transmettait d'une génération à l'autre. Les premières expériences de sélection et de croisement sur des populations de plantes et d'insectes avaient été couronnées de succès. Et très vite, elles avaient donné lieu à un mouvement, l'eugénisme, qui allait culminer en Allemagne nazie. De même qu'on avait pu fabriquer des populations entières de mouches aux yeux rouges, les eugénistes avaient désiré l'homme nouveau, la race pure, en éliminant ou stérilisant ce qu'ils appelaient alors les dégénérés. Dans le grand palais de justice de Nuremberg, l'année qui s'achève voit débuter le procès des 23 médecins nazis accusés de s'être rendus coupables dans les camps de concentration de cruauté et de meurtre. Devant le tribunal composé de 4 juges américains,
Karl Brandt, ancien médecin personnel d'Hitler, et tous les accusés plaideront non coupables. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Parmi eux... Je considère quand même que tout ce dont nous parlons trouve son origine dans le plus jamais cela qui a suivi la guerre mondiale. Le fait que la science ait participé d'une manière aussi importante sous le nazisme à des dérives que tout le monde a reconnues comme des dérives est à l'origine tant de la théorie des droits de l'homme que de ce type de réflexion éthique. Et quand on est vraiment en panne, c'est-à-dire quand on est en panne de concept, c'est-à-dire qu'on sent que... Vous voyez, ces institutions retomber par exemple sur le concept de protection de la dignité humaine. Or, le concept de protection de la dignité humaine, cela veut dire, tout simplement, nous savons que l'homme est capable de n'importe quoi pour porter atteinte à la dignité des semblables, nous le savons historiquement, c'est vrai, et nous ne le voulons plus. Qu'est-ce que c'est que l'eugénisme, tout d'abord? C'est la volonté d'essayer d'améliorer le fond génétique de groupes humains pour ce qui est de... Car autrement, quand on fait de la sélection de variétés végétales ou animales, on ne parle pas d'eugénisme. Mais c'est appliquer à l'homme ce qu'on fait dans la sélection animale. Ça, c'est ça l'eugénisme. Mais la grande différence entre la démarche scientifique et idéologique, c'est que la science ne connaît pas la réponse aux questions qu'elle pose, alors que l'idéologie part de la réponse qu'elle connaît. Et autour de cette réponse dont elle est sûre, elle essaye de bâtir une démonstration. Et effectivement, la science n'a pas créé cette idéologie, mais a modifié beaucoup la forme que va prendre le racisme et l'eugénisme, et va aboutir aux tragédies que chacun connaît. Mais auparavant, ça a été une politique qui n'était pas limitée à l'Allemagne. Il y a eu 70 000 au moins stérilisations à visée eugénique aux États-Unis d'Amérique, des dizaines de milliers dans les pays scandinaves, un certain nombre au Canada, un certain nombre en Suisse, etc., etc. Les États-Unis avaient voulu se peupler de manière eugéniste pour, disait-on, préserver le fond génétique des premiers colons. Dans les années 1920, un grand nombre de généticiens et de dirigeants avaient voulu interdire l'accès du continent à des populations jugées paresseuses, sales, dépravées ou débiles. Pendant plus de 50 ans, les lois avaient réglementé l'immigration à coups de quotas et de tri de population. C'est au musée de l'homme que Jacques Ruffier nous avait donné rendez-vous. Généticien des populations, il avait passé sa vie à collecter dans le monde entier des échantillons de sang pour comprendre les liens biologiques qui unissaient les hommes. Les animaux sauvages vivent et survivent parce qu'ils se croisent entre eux, ce sont des métis. Mais la population pure, c'est d'une grande fragilité. C'est facile à comprendre. Plus votre stock génique est varié, plus vous avez de réponses possibles aux contraintes de l'environnement. La population idéale, c'est la population hyper métissée. Mais la couleur de la peau est un caractère qui frappe directement, qui n'exige pas d'analyse, qui se voit et, je dis entre guillemets, qui choque. En fait, ce qui nous frappe, quand vous voyez une population, quand vous vous promenez dans la rue, quand vous allez de par le monde, c'est essentiellement la couleur de la peau. Parce que nous sommes des visuels, nous voyons. Mais supposez qu'au lieu d'avoir des yeux optiques, nous ayons un système qui nous permette de voir le groupe sanguin. Mais vous auriez l'impression très différente. La population vous paraîtrait répartie d'une manière qui n'est pas du tout celle que nous voyons. Supposez que vous partiez à pied, si vous êtes un bon marcheur, de la Bretagne, et vous décidez d'aller au golfe de Guinée, à pied. Et dans tous les cantons, dans tous les villages où vous faites des prélèvements, vous étudiez les groupes sanguins. Mais vous verrez qu'il n'y a pas de frontière absolue,
il y a une progression de tel groupe dont la fréquence augmente, de tel autre groupe dont la fréquence diminue, et il n'y a pas de frontière absolue, il n'y a pas de cassure. La cassure dans le groupe humain n'existe pas parce que nous sommes des migrateurs. L'eugénisme semblait appartenir à l'histoire. Mais n'y avait-il vraiment plus aucun risque de cette sorte? D'autres débats avaient agité le comité d'éthique depuis celui sur le diagnostic prénatal, avec l'apparition de nouvelles techniques. Fécondation in vitro, réimplantation d'embryons, clonage. Mais toujours, en arrière-plan, l'ombre de l'eugénisme planait. Certains considèrent qu'il s'agit là d'eugénisme. Je ne crois pas, parce que l'objectif là n'est pas de modifier ou d'améliorer l'espèce humaine, ni même une population ou une société. Il s'agit tout simplement d'empêcher un couple bien déterminé d'avoir un enfant malade, ce qui est tout à fait différent. Ce n'est pas une politique eugéniste dans la mesure où, dans les pays démocratiques, les femmes restent libres, ou les couples restent libres d'accepter de faire un diagnostic prénatal. On leur propose, on ne leur impose pas. Et de prendre la décision de l'interruption ou de ne pas la prendre. Il y a des exemples de familles qui souhaitent avoir le diagnostic et qui sont décidées à ne pas interrompre la grossesse dans tous les cas. Ça existe. Hein. Si ces libertés-là sont respectées, on ne peut pas dire qu'il y a une politique eugéniste. Ce qui est massivement refusé aujourd'hui quand on parle de l'eugénisme, quand on critique l'eugénisme, on refuse l'eugénisme d'État. On refuse que ce soit les pouvoirs publics qui décident pour nous. En revanche, quand je regarde autour de moi, on admet beaucoup plus que ce soit le couple ou les parents qui décident. Et l'Église est plutôt de ce côté-là. Elle admettrait que ce soit les parents qui décident. Encore qu'elle souhaiterait que ce soit pour un bon moyen et une bonne finalité. Vous voyez comment les choses... Alors, parce que parler d'eugénisme, si c'est pour s'envoyer un mot critique à la figure, bon, c'est bien, on reste dans la polémique. Il me paraît plus intéressant de rentrer dans les situations. Mais la question la plus grave pour moi, c'est quand même la question de la finalité. Va-t-on décréter d'une façon, et qui décrétera? Parce que même si ce sont les parents qui décident de la qualité de vie de leur enfant, ils sont sous la pression. On n'a pas un eugénisme d'État, mais on a quand même des pressions sociales aujourd'hui. À l'heure actuelle, un enfant trisomique, un fœtus dont on reconnaît qu'il est trisomique, n'a pratiquement il n'a pas 1% de chance de survivre, hein, si on le sait avant la naissance. Donc on peut pas dire qu'il y a une pression qui est socio-médicale à ce sujet-là. Moi, je le constate. Il y a une sorte de vaste alibi, puisque finalement, dès lors que nous aurions écarté, que nous penserions avoir écarté des dérives du type de celles qu'évoquent les pratiques nazies, alors nous serions tranquilles, il n'y aurait plus de problème, on pourrait faire ce qu'on voudrait. Or, finalement, ce que de manière un peu familière, mais somme toute assez véridique, on appelle la possibilité du choix d'enfants sur catalogue, qui est si répandu dans certains pays, notamment aux États-Unis, hein, où on choisit, où on croit choisir. On choisit réellement pour les premières caractéristiques comme la couleur des yeux, par exemple. On croit choisir lorsque dans le choix, il y a la religion, par exemple. Vous voyez bien, le choix de l'enfant sur catalogue avec des caractéristiques physiques et supposées intellectuelles et morales, qu'est-ce d'autre, en fin de compte, au sens large du concept, que de l'eugénisme? Parce qu'on arrivera bientôt à dire, moi je veux un enfant avec les yeux bleus, je veux qu'il soit grand et dolicocéphale, et je préfère qu'il soit également blond. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout est possible avec le mécano de la vie. Aujourd'hui, les généticiens arrivent à des résultats fabuleux. Il faut faire en sorte que nous réfléchissions pour éviter d'aboutir à ce qui est un crime, l'eugénisme, avec la sélection des individus. Actuellement, ce que vous appelez le fantasme eugéniste, dans quelle direction est-ce qu'il fonctionne? C'est-à-dire que il existe encore quelques biologistes un peu tout fous qui reprennent ces espèces de slogans suivant lesquels il faudrait faire une analyse génétique de chaque bébé qui naît et ne pas laisser le droit à la vie à ceux qui n'auraient pas un génome d'une certaine qualité, etc. Bon, enfin, ce sont des déclarations très, très, très ponctuelles de quelques chercheurs
qui, à mon avis, n'ont pas une grande influence malgré parfois la notoriété de ces chercheurs. Le fantasme eugéniste fonctionne majoritairement dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est un fantasme de peur. La demande, c'est les catastrophes, d'abord, c'est-à-dire les maladies particulièrement graves. Bon, c'est ce qu'on aborde d'abord parce qu'il y a une demande. Alors après, tout un tas de ces caractères, sur la couleur des yeux, les cheveux, l'intelligence et tout ça, c'est jamais le fruit d'un gène, comme ces maladies. C'est des dizaines et des centaines de gènes divers que ça. Et puis l'environnement par la suite, vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas trouver un système qu'il y a. Un des seuls systèmes qui serait possible, c'est le diagnostic de sexe. C'est vrai. Bon. La conduite de tous les centres de diagnostic des pays occidentaux font qu'ils ont toujours refusé ça. Alors que c'est simple, hein. Techniquement c'est ça. Si jamais une société en arrivait à légitimer que les parents décident d'une vie ou d'une non-vie, d'une poursuite ou d'une interruption du développement embryonnaire, sur la base du sexe, cela serait la porte ouverte définitive, irréversible, à la possibilité pour les parents de décider de n'importe quelle caractéristique non pathologique de leur enfant. Car rien n'est aussi peu pathologique qu'être un petit garçon ou une petite fille. Ça veut dire, par exemple, cette chose qui se pratique, hélas, dans certains pays sur une assez grande échelle, je pense aux Indes, probablement à la Chine aussi, encore que c'est aux Indes que la pratique médicale est, semble-t-il, le plus développée, et qui est le tri génétique du sexe. C'est-à-dire que des familles veulent avoir un garçon et pas une fille, et que donc il y a des embryons qui sont effectivement éliminés pour cette cause, parce qu'ils ne présentent pas le bon sexe, le sexe désiré. Hein. Oui, voilà. Donc on peut en venir finalement à une intervention qui est vraiment typiquement de caractère eugénique, enfin, au sens large du mot, naturellement, au sens large du mot, où finalement nous modelons la réalité biologique de l'espèce humaine en fonction de représentations subjectives, de désirs et à la limite de fantasmes. Ça, c'est d'une gravité extrême. Que s'était-il passé dans la génétique pour que notre société soit amenée à se poser toutes ces questions? Nous avions vu une image de chromosome, quelques cellules, nous avions appris à compter les petits points, mais nous ne savions toujours pas ce qu'était un gène. Toute la question, pendant des dizaines d'années, a été de localiser ces gènes. Assez vite, il est devenu assez apparent qu'ils devaient être localisés sur les chromosomes. Et évidemment, ça n'est qu'avec la découverte de la structure des ADN que cette question-là a été résolue. À partir de ce moment-là, la génétique est devenue moléculaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus seulement de parler de gènes comme d'entités théoriques, si vous voulez, purement formelles. Les gènes sont devenus des morceaux d'ADN. Sur le moment, la communauté scientifique n'y a pas cru. Et il a fallu attendre Watson et Crick et la découverte de la structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique en double hélice, c'est-à-dire non seulement la structure chimique, mais la structure physique de cette molécule, pour que cette conviction passe dans le grand public. La modélisation de l'ADN en double hélice allait vite devenir célèbre. Elle avait valu en 1956 à Watson, Crick et Wilkins le prix Nobel de médecine. C'était à partir de cette image qu'ils avaient pu représenter la structure chimique et physique de l'ADN. Cet ADN, commun aux chromosomes de tous les êtres vivants, toutes les plantes, tous les animaux, tous les hommes. La différence d'une espèce à l'autre tenait dans l'organisation des 4 éléments qui composaient la macromolécule. Adénine, guanine, cytosine et thymine. Bref, ATGC. On les avait appelées les bases de l'ADN. Et selon la manière dont elles s'ordonnaient, on obtenait différentes séquences. Et nous en étions là de notre enquête sur le gène. Les annonces de découverte de nouveaux gènes paraissaient sans cesse, et certaines avaient un goût étrange. Mais nous n'avions vu pour l'instant que des images, des modèles théoriques.
Dans son laboratoire de recherche en génétique moléculaire à l'hôpital Cochin, Axel Kahn devait nous montrer de l'ADN. Vous savez déjà pas s'il y a bonjour. Je ne sais pas s'il arrive facilement avec le... Nous allons extraire de l'ADN, qui est, je dois dire, la première phase de la plupart des manipulations, des expériences que nous faisons ici. L'ADN, c'est la molécule, une très longue chaîne, qui est le support moléculaire des gènes. Il y a en fait 2 fois 23 chaînes d'ADN dans nos noyaux, dans ce que l'on appelle notre génome, c'est-à-dire l'ensemble de nos gènes. La première étape consiste à isoler cette molécule et puis la faire précipiter. On va mettre de l'alcool dans une solution d'ADN et cet ADN, pour des raisons physiques, va précipiter et donner une espèce de pelote blanche. Voilà. Donc voilà, de l'alcool a été mis ici et la solution s'est troublée et apparaît dans la solution un long filament qui est ce filament d'ADN. Ce filament d'ADN, on peut le récupérer en agitant une baguette de verre dedans. Le filament s'enroule autour de la baguette de verre et c'est là-dessus que l'on va travailler. Ces filaments, on les mettrait bout à bout, sont d'une taille tout à fait immense. Je vais vous montrer un peu ce que c'est que l'ADN. Ce qui a été tout à fait important, c'est que il y a un phénomène qu'on ne comprenait pas. C'est que les caractères génétiques sont transmis à nos descendants, donc il doit y avoir une division quelque part de notre matériel génétique, nos cellules se divisent, et pourtant nos caractères génétiques, pour l'essentiel, ne se modifient pas. Et cette structure en double hélice donne le secret, qui est d'ailleurs très bien expliqué ici. Ces doubles hélices sont associées l'une à l'autre par une règle, qui est la règle de la complémentarité des bases. C'est-à-dire que quand sur une des chaînes, il y a un C, en face, il y a forcément un G. Lorsqu'il y a un T, en face, il y a forcément un A. C'est la règle extrêmement simple, C, G, T, A. Et que se passe-t-il lors de la division cellulaire? Les deux chaînes se séparent, et ensuite, elles sont complétées par synthèse de leurs chaînes complémentaires. Et il n'y a aucune ambiguïté dans la nature de la chaîne complémentaire, puisque la complémentarité des bases est strictement respectée. En face d'un C, on va mettre un G, et en face d'un T, on va mettre un A, en face d'un G, un C, en face d'un T, un A, etc., etc. Donc, c'est véritablement la structure en double hélice qui a expliqué cela. Comment on peut à la fois transmettre des caractères à toutes nos cellules, et comment le code génétique peut être relativement immuable. Lors de la division cellulaire, la double hélice se scinde en 2 brins hélicoïdaux. 2 nouvelles hélices, filles identiques à celles de départ, se recomposent. Le plan de fabrication de l'organisme ainsi dédoublé peut être transmis à la génération suivante de cellules. Dès la découverte de l'ADN, les premières manipulations génétiques avaient commencé. Pour cette recherche, nous avons choisi le canard. Expérience, injecter de l'ADN de canard kaki Campbell à des canetons de race Pékin et tenter de conférer ainsi aux descendants de ces derniers des caractères de la race kaki. Voici des mâles de ces 2 races. Le mâle Pékin, blanc, est plus massif, plus lourd que le mâle kaki. Son port est également plus dressé que celui du kaki. Le bec est jaune-orange. Le mâle kaki, plus léger, possède un corps plus élancé et plus incliné sur l'horizontale. Quant à son bec, il est ardoisé, de teinte assez claire. Au moment de l'emploi, l'ADN fut dissous à la concentration de 1 pour 1000 dans du liquide de tyrode chauffé à 40 degrés, pour être ensuite injecté à de jeunes canetons Pékin âgés de 7 jours. Les expérimentateurs furent donc stupéfiés de constater, 9 mois après le début des injections, que 9 sur 12 des canards injectés présentaient eux-mêmes, par rapport aux témoins, des différences notables concernant la tête, le corps et le bec. Des photographies faites quelques jours plus tard montrent ces différences. À l'arrière-plan, 2 kakis. Voici 3 becs,
qui, de gauche à droite, sont ceux d'une canne kaki, d'une canne injectée et d'une canne Pékin normale. Le bec de la canne injectée est fortement chargé d'un pigment très foncé, ressemblant ainsi à un bec de canne kaki. Tout paraît donc converger pour indiquer que, par comparaison avec la race Pékin, notre ADN de kaki extrait en 1956 est responsable des modifications observées chez les Pékins injectés et de leur transmission à la descendance. Les résultats de l'expérience de 1956 seront peut-être difficiles à reproduire pour diverses causes encore ignorées aujourd'hui. Tels qu'ils sont, les résultats exposés dans ce film permettent d'espérer que le biologiste pourra un jour modifier à volonté les êtres vivants en les soumettant à une hybridation chimique. Le moment où on a commencé à entrer dans l'explication de ce que c'est que le vivant, théoriquement a une importance incalculable à mes yeux. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut encore bien se représenter comme problème. Parce que dans la mesure où l'espèce humaine pourra devenir créatrice de vivants, parce que c'est ça, on est en train de devenir créateur de vivants, nous allons nous trouver placés devant des possibilités fantastiques. Et donc, devant une acuité de problèmes. Vraiment, je trouve que la question « quelle humanité voulons-nous être ?» doit être prise vraiment au pied de la lettre. Nous sommes en passe, enfin nous, l'humanité est en passe de devenir vraiment responsable de ce qu'elle est elle-même. Créateur de vivants. Après l'ADN des canards, les biologistes avaient réussi à modifier certaines caractéristiques génétiques de la plupart des animaux et des plantes. Nous avions pu voir des souris refabriquées uniquement pour la recherche, ce qu'on appelait des chimères. La question qui s'ouvrait était l'application à l'être humain, et plus concrètement à l'embryon. Allait-on autoriser l'utilisation des embryons rendus disponibles par la fécondation in vitro pour des expériences concernant la santé? Au cœur du débat, c'était toujours la place de l'homme que l'on cherchait à définir. C'est tout le problème de l'embryon. Il est évident que tout le comité, comme tout organisme, était traversé par un profond désaccord sur la manière de traiter l'origine de la vie. Profond désaccord qui avait déjà traversé la société française au moment où Simone Veil a finalement calmé complètement le jeu avec la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Tellement bien calmé le jeu que personne n'a envie de se retrouver en difficulté sur ce clivage. Ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas en France n'ont pas envie de ranimer, dans leur grande majorité, l'opposition là-dessus. Donc l'embryon était un sujet sur lequel on pouvait fortement le ranimer. Je crois que ce que le comité a appris et donné peut-être à entendre à l'opinion de plus essentiel, c'est bien situer finalement les valeurs éthiques au niveau où elles sont et pas chercher d'alibi dans la biologie pour croire que c'est la biologie qui va nous dire ce qu'il faut faire. Ce point est très important. Et ce n'est pas les philosophes ou les théologiens qui l'ont appris aux biologistes. Je dirais, c'est les biologistes eux-mêmes, les premiers qui nous ont dit « vous nous posez des questions qui ne sont pas de bonnes questions. Ne nous demandez pas à nous quand commence la personne humaine. » Alors on a discuté, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir que par exemple, l'embryon pouvait devenir un homme. C'est en ça qu'il faut le respecter. Non pas parce que c'est des petites cellules comme ça qu'on a là, c'est que cellules-là, à la différence de cellules de souris, à moins que vous soyez un protecteur des souris, pourraient conduire à un homme, et on sait qu'il faut respecter un homme. Vous voyez, c'est ça. Hein? Mais on ne s'occupe pas de savoir si c'est la minute précédente qu'il était une cellule et qu'il est devenu un embryon, c'est simplement une potentialité. Hein, c'est tout. Et on ne veut pas définir à partir de quelle seconde c'est devenu un homme ou pas. Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, n'oubliez pas que sur 100 conceptions, il n'y en a que 25 qui donneront un être humain. Hein, les autres. C'est ainsi, si vous voulez, qu'on est parti sur ce concept qui faisait un petit peu sourire, qui était embryon égale personne humaine potentielle.
On ne cherchait pas du tout à inventer un concept philosophique, on voulait simplement dire qu'à partir du moment où le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, il se passe quelque chose que la société française décide de respecter. Alors nous allons non pas dire qu'il est, mais nous allons décider de le traiter comme une personne humaine potentielle. Et potentielle veut dire, par différence d'avec personne actuelle, comme vous et moi, ça veut dire pratiquement quoi? Deux choses. Que premièrement, nous allons raisonner éthiquement à son sujet en prenant en compte essentiellement son avenir, plus que son présent d'embryon, son avenir humain possible. Et ça veut dire aussi que nous allons le considérer en tant qu'il représente de l'humanité au-delà de ce qu'il est. Point très important. Point très important. C'est-à-dire que, sans même nous projeter dans son avenir possible, éventuel, dès maintenant, il est porteur de cette potentialité, et donc il représente quelque chose d'humain. Personnellement, je pense que la notion de personne humaine potentielle était plutôt heureuse, parce que c'est une notion évolutive. C'est dire que l'embryon évolue. L'embryon est un être en cours de développement. Il est humain d'un bout à l'autre, évidemment. C'est un embryon humain, c'est un fœtus humain, c'est un embryon humain. Mais il n'atteint son plein développement qu'à un moment donné, qui se situe peut-être, oui, le plein développement d'un être humain se situe largement après la naissance. C'est un consensus qui n'a jamais été très, très stable et qui recouvre des interprétations différentes. Si je veux faire un peu simple entre les deux extrêmes, vous avez derrière, c'est le qualificatif potentiel qui est en question. Ben, pour certains, c'est simplement éventuel, ça sera éventuellement, hein, et pour d'autres, il y a toutes les potentialités de l'être humain qui sont là, et donc respectons-le. Donc c'est un peu un cache-misère d'une certaine manière, ou un cache-doute. Et alors, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on maintienne, s'il y a doute, la gravité du doute. C'est au moins ça, que la position que j'ai essayé de faire entendre. Et je dois dire que les philosophes du comité, même ceux de type rationaliste, ont toujours respecté cette position et m'ont laissé entendre que, presque d'une certaine manière, qu'ils étaient heureux que le catholique de service, si on peut dire, la fasse ressortir, puisque chez nous, catholiques, c'est un point qui est évidemment un point névralgique. Il n'est pas sûr que ce consensus dure toujours, hein. Dans la mesure où sur certains problèmes pratiques, notamment par exemple sur la recherche sur l'embryon, il va se rouvrir un débat, et que certains pensent qu'il faut ouvrir plus largement la recherche sur l'embryon, ne serait-ce que parce que cette recherche pourrait être bénéfique, que d'autres au contraire disent si on met le petit doigt, c'est tellement facile qu'on va se mettre à fabriquer des embryons humains uniquement pour la recherche. Donc les compromis étant extrêmement difficiles, possible que le débat se rouvre. Nous ne savions pas encore précisément ce qu'était un gène. Nous avions néanmoins appris quelque chose d'important. La modélisation de l'ADN en double hélice avait permis de comprendre comment la vie se transmettait, comment les chromosomes dans le noyau se dupliquaient, comment une cellule pouvait se multiplier. Lors d'une fécondation, c'était 6 milliards de ces lettres, A, T, G, C, qui se mélangeaient pour former un génome à chaque fois unique. Mais toutes ces images du début de la vie ne nous diraient pas ce qu'était une personne humaine. C'était aux hommes d'en décider. Malgré ces progrès immenses, la génétique était une science et ne devait pas devenir une vision du monde. Il y a cette croyance, en quelque sorte, que puisque la génétique a montré avec quelle puissance les gènes régissent 1000 aspects de notre existence physique, biologique, sanitaire, alors tout ce qui est humain est génétique. C'est pour ça que l'appellation tout génétique est une appellation en somme bien justifiée. Or, c'est une incompréhension à mes yeux vraiment fondamentale à l'égard de ce qui est proprement humain. C'est l'incompréhension de ce que, à la différence des espèces animales, même des vertébrés supérieurs les plus développés, ce que l'humanité a acquis de plus essentiel au cours des derniers millénaires, dans l'ordre des outils et des signes, des rapports pratiques et symboliques, tout cela ne s'est pas inscrit dans les gènes. L'idée qu'en quelques milliers d'années, des choses pourraient s'inscrire dans le génome est une idée ridicule d'ailleurs, pour un biologiste justement. Mais c'est inscrit dehors.
c'est stocké dehors, dans le monde social. La langue française n'existe pas dans le génome. La langue française, elle existe dans une communauté parlante. Et ainsi de suite. Tous les acquis les plus fondamentaux de la civilisation, ils ont été stockés en dehors de l'organisme individuel. D'où une exigence de développement propre à l'être humain qu'on ne rencontre pas dans le monde animal et qui est ce qu'on a appelé l'hominisation. Le petit homme, appartenant biologiquement à l'espèce humaine de par la naissance, il a encore à s'hominiser, c'est-à-dire à s'approprier, d'une manière toujours singulière, à travers une biographie singulière, il a à s'approprier ce patrimoine humain excentré, existant socialement, historico-socialement, en dehors de lui-même. Voilà. Ça, c'est vraiment fondamental. Or, trop de généticiens ne comprennent pas cela, n'ont pas pris le temps de bien réfléchir à ces spécificités humaines fondamentales et continuent de colporter cette idée extrêmement primitive et extrêmement nocive, théoriquement primitive et pratiquement nocive, selon laquelle on pourrait rendre compte des capacités intellectuelles supérieures, comme, disons, j'ai évoqué les mathématiques ou la musique, ou bien les attitudes affectives, par exemple l'homosexualité, ou bien les dispositions morales, égoïsme, altruisme. Tout ça pourrait renvoyer à des gènes. Et périodiquement, il se trouve des équipes de généticiens qui nous annoncent triomphalement qu'ils ont trouvé le gène de l'homosexualité, de l'altruisme ou du talent intellectuel X, voilà, périodiquement. Donc je pense qu'il y a un vrai problème à la fois intellectuel et éthique dans la communauté chercheuse elle-même, de prendre conscience que la puissance d'explication de la génétique n'en est pas moins intrinsèquement limitée. Elle est limitée d'abord parce qu'il y a ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est-à-dire que même du point de vue du développement biologique, tout ne s'explique pas par les gènes, mais aussi par les conditions concrètes, internes et externes, environnementales de développement de l'individu. Et plus encore parce qu'il y a, Marx disait, l'homme c'est le monde de l'homme. Il y a ce monde de l'homme qui existe en dehors de l'individu, qui n'a pas de réalité biologique, mais une réalité sociale, et par l'appropriation duquel je me fais homme psychiquement développé. Ne pas comprendre cela, c'est traiter théoriquement l'homme comme un animal, et on comprend quelles conséquences pratiques cela ne manque pas d'avoir.